Bonjour et bienvenue au Female Guest Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Blanche Leridon le 25 avril 2025 à Lyon pour discuter de son essai passionnant Le château de mes sœurs des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Merci à toi, Blanche Leridon, d'être venue ce soir. Merci à vous pour l'invitation et merci au Mob. Je suis trop bien accueillie. Nous, on a eu envie de t'inviter, Blanche, déjà parce que on trouve que c'est un angle qui est totalement nouveau. Tu abordes des questions féministes avec ce prisme de justement de la fratrie féminine, du lien entre les sœurs. Et c'est quelque chose d'assez inédit qui nous a beaucoup plu. On a aussi eu envie de t'inviter parce que c'est une maison d'édition qu'on apprécie beaucoup et une collection qu'on adore. On a adoré la qualité littéraire du livre, c'est-à-dire que c'est un essai qui est fouillé, où il y a beaucoup de références, mais qui est aussi très bien écrit et très agréable à lire. Et puis, il y a récemment, on a eu pas mal de coups de cœur littéraires avec des histoires de sœurs. Et on pense notamment à De ronces et d'épines de Lucie Barat, le livre L'essai Sœurs pour une psychanalyse féministe, Fille de Camille Laurence, Lorenz, La petite dernière de Fatima Das. Bon, c'est des livres que tu cites, évidemment. C'est une thématique qui nous a plu dans la littérature ces derniers temps et on a adoré ton essai. Non, merci infiniment et merci à toutes et tous d'être là ce soir et de renoncer à ce merveilleux temps et à des bières en terrasse pour venir écouter cette discussion. Donc la pression est d'autant plus forte sur nos épaules à toutes les trois. Il ne faut pas que vous regrettiez ce sacrifice printanier. Me présenter, oui, effectivement, tu l'as dit, mon premier livre, il était sur les matins, un sujet qui peut paraître totalement différent, mais une méthode qui était exactement la même, à savoir essayer d'éterrer un sujet, à mon avis, mal traité ou mal compris par les sciences humaines et sociales en général. Le matin, on en parlait à l'instant avant de commencer, il pâtissait selon moi d'une très mauvaise réputation parce qu'on ne s'intéressait qu'à la nuit, parce que la nuit, elle est interlope, elle fascine, elle est mystérieuse, elle est controversée. Puis le matin, il serait terriblement banal et donc personne n'avait voulu s'y intéresser. Et donc j'ai voulu montrer qu'au contraire, il y avait une infinité de nuances, de complexité, de subtilité qu'il fallait regarder dans ce matin-là. Et pour en parler, j'empruntais aussi bien à la littérature qu'à la poésie, qu'à la pop culture, qu'au développement personnel qui était très présent aussi dans ce premier livre, souvent pour en démonter certains des principes, mais pas que. Je crois qu'il ne faut pas tout jeter là-dedans. Et puis, je suis repartie un petit peu de cette méthode-là pour le second, donc pour le château de mes sœurs. L'idée étant, là aussi, de m'emparer d'un sujet qui était selon moi mal connu, mal traité, puisque le point de départ du livre, c'est vraiment cette absence de mots pour qualifier les fratries uniquement composées de filles, puisque que vous soyez 3 frères, 2 frères et une sœur ou 3 sœurs, vous êtes invariablement une fratrie. Et donc moi-même appartenant à une fratrie de 3 filles, j'ai toujours eu, je me suis toujours confrontée à cette absence de mots et à cette défaillance et à cette lacune du langage. Je me suis dit, à défaut du mot, on va essayer de construire et de montrer toute la complexité qu'il y a derrière ces relations entre sœurs. Et donc, c'est le point de départ du livre qui, là encore, emprunte aussi bien à Françoise Héritier dans l'anthropologie qu'à l'histoire des 7 filles de Louis XV ou à la pop culture, à Charmed, évidemment. Je pense que beaucoup dans la salle connaissent, parce que je pense que c'est une série à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer, vu vos âges. Et puis, voilà, et l'idée, c'était au-delà du catalogue de références, parce que si c'était que ça, ce serait pas très intéressant, d'essayer de dégager un certain nombre de grands principes, de grandes conclusions, et d'aller au-delà d'un certain nombre de stéréotypes qu'on attache aux sœurs. Sur la question du mot, on entend parler un peu du mot sorori, mais moi je l'ai trouvé dans aucun dictionnaire de référence. Est-ce que tu sais d'où il vient ce mot et... Alors, ta question ferait très plaisir à un historien spécialiste des frères et sœurs qui s'appelle Didier Lett, avec qui j'ai correspondu pendant l'écriture de l'ouvrage, et donc qui, lui, milite ardemment pour l'utilisation de ce mot de sorori, effectivement, qui n'est dans aucun dictionnaire, mais qui a existé à travers les siècles et que lui est allé exhumer, et il plaide pour son utilisation. Et c'est drôle, parce que donc, c'est quelqu'un à qui j'ai écrit en rédigeant le livre, parce que c'est vraiment, il y a un historien en France qui est spécialiste des relations entre frères et sœurs
du Moyen Âge à nos jours, alors vraiment avec une méthode d'historien, donc il va analyser comment est-ce que dans le département du Doubs, au XVIe siècle, est-ce que les fratries, donc il était sur des sujets très très niches, mais à certains moments, il avait une vision un tout petit peu plus macro qui était intéressante pour moi. Et donc à la fin, je lui ai évidemment envoyé mon livre, il m'a remercié, il m'a envoyé des mails, et puis quelques jours après avoir reçu et lu mon livre, et quand j'avais commencé à faire un petit peu de médias, il me disait: «Mais je comprends pas, pourquoi est-ce que vous utilisez pas le mot de sororité en permanence sur les plateaux? Pourquoi est-ce que vous l'avez pas mis sur la couverture?» Et je lui dis: «Beh, effectivement, moi, je suis pas du tout opposée à l'utilisation de ce mot, au contraire, maintenant je le revendique. Mais c'est vrai que je mesure même déjà en utilisant le mot de sororité, les réactions que ça pouvait susciter, y compris chez des femmes, des réactions parfois épidermiques, «Ah, elles nous emmerdent avec leur sororité», vraiment, hein. Et je me disais alors voilà, il y a aussi un argument un peu bassement logistique, et que si vous mettez un mot comme ça qui peut paraître, totalement incongru en dehors de la langue, mais ça peut créer, et je suis la première à le déplorer, un effet repoussoir chez un certain nombre de lectrices et de lecteurs. Et donc commencer par là, en fait, c'était pas rendre hommage au livre, et puis l'idée du livre, c'était pas de créer un nouveau mot ou de plaider pour l'appropriation d'un nouveau mot, mais c'était vraiment ce que je vous disais à l'instant, à savoir, montrer toute la complexité qu'il y avait, derrière ces relations-là, au-delà des relations de jalousie ou de chamaillerie enfantine, dans lesquelles on essaie de les informer. Mais oui, ce mot existe, et Didier Lett plaide pour son utilisation, et désormais je plaide à ses côtés, maintenant que le livre est entré dans une nouvelle phase de sa promotion. Et tu dis d'ailleurs de ce mot qu'il a une place très précaire, très fragile, et que c'est assez à l'image de la place des femmes, des fratries de sœurs, etc. Exactement, c'est le mot de sororité dont je dis effectivement dans l'introduction qu'il est très précaire, alors même qu'il est apparu pour la première fois, enfin une des premières fois, dans le quart-livre de Rabelais au XVIe siècle. Donc a priori, si Rabelais déjà l'avait introduit dans la langue, c'était qu'on n'était quand même pas sur du barbarisme, enfin on était quand même sur un mot, qui aurait pu survivre, à travers les siècles, et qui n'a pas survécu, et qui, à mesure des changements, socio-culturels, historiques, a tantôt réapparu dans le dictionnaire, et ensuite on a été, écarté. Et donc moi ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est aussi que si la sororité est si fragile, c'est qu'elle a été amputée de son état antérieur, que serait en l'occurrence la sororie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la fraternité elle est forte? Parce qu'elle peut s'appuyer sur le modèle de la fratrie. Et l'idéal fraternel, et notamment l'idéal révolutionnaire de la fraternité au moment de la Révolution française, il s'est construit sur l'idéal type de la fraternité. Et c'est vrai que ça lui donne une assise quand même hyper confortable, parce que la fratrie, ça a quelque chose d'organique, de biologique, de très puissant, et donc ça permet d'ancrer, de solidifier en quelque sorte la fraternité, qui ensuite s'est construite en référence au modèle, des, fratries masculines en l'occurrence. Et je me dis, beh, la sororité aussi, si elle est si malmenée, et si elle est si attaquée, et si elle peut disparaître aussi facilement, c'est peut-être aussi en partie parce qu'il lui manque cet état antérieur qui est, cet état de sœur, et le ramener à cet état biologique-là, c'est pas du tout dire que tout vient du biologique, tout vient de la famille, tout vient du sang, au contraire. Mais je crois c'était important de revenir sur ce degré zéro un peu de la sororité, qu'est la réalité des fratries féminines. Et donc moi, ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est de consolider un petit peu cet état biologique antérieur, pour renforcer d'autant plus l'état de sororité qui lui succède. Sur, une des raisons, que tu avances pour, bah, justement l'absence du mot, ou l'absence de l'utilisation du mot, de sororité, c'est le fait que, ben, finalement une fratrie, féminine, c'est toujours un échec. Tu écris, «Une fratrie uniquement féminine a longtemps été considérée comme une forme d'échec, une anomalie de la nature». Je crois que c'est dans Filles de Camille Laurence que, quand, il y a quelqu'un qui demande à son père: «Est-ce que vous avez des enfants?» Il lui répond: «Non, j'ai 2 filles». Ah, et ça, c'est, le livre de Camille Laurent, ça a vraiment été un des points de départ aussi, du livre. Et oui, moi, une des hypothèses que je formule dans tout le livre, c'est que s'il y a pas de mots, c'est pas juste un oubli anodin de la langue, c'est vraiment une volonté délibérée de ne pas nommer un état redouté. C'est-à-dire que très longtemps, dans des sociétés patrilinéaires, avoir que des filles, c'était considéré comme un fléau, un fardeau économique, en grande partie, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je m'intéresse dans le premier chapitre, notamment à la situation en Inde, où le système de dot, alors qui est interdit depuis la fin du XXe siècle, mais qui est encore culturellement
l'environnement très intégré dans un certain nombre de familles indiennes, y compris de familles très bourgeoises et aisées, et qui stigmatise les naissances féminines et qui fait qu'en réalité, si vous n'avez que des filles, c'est un immense fardeau financier pour les familles parce que il faut les marier. Et en plus de ça, il faut bien les marier. Et donc, pour bien les marier, il faut qu'elles aient une bonne dot. Et donc, c'est un investissement financier. Et là, on est vraiment sur des questions très concrètes et matérielles qui fait que vous n'avez pas intérêt, au sens propre du terme, à n'avoir que des filles et que votre intérêt passe par la présence d'un garçon dans votre descendance. Et c'est le cas aussi pour plein de raisons culturelles. Je parle aussi un petit peu de la Chine ou d'autres, où on a le sentiment que la véritable transmission, elle ne passe que par le fils. Et ça, que je décris et qui existe encore aujourd'hui dans certaines sociétés, notamment asiatiques, était très présent dans nos sociétés occidentales encore jusqu'à assez récemment. Et l'exemple de Camille Laurence en est, selon moi, parce que c'est un livre tout à fait autofictionnel, hein, il y a une part d'invention, mais ça se base beaucoup sur sa propre enfance à elle. Donc, encore dans les années 60, c'était considéré comme une forme d'échec d'avoir eu 2 filles. Il y a un exemple que je mentionne aussi d'une amie à moi quand j'étais petite, qui me fascinait parce qu'elles étaient 5 sœurs. Elles étaient toutes parfaitement assorties, elles étaient toutes meilleures de la classe avec leurs petits carrés, pas un cheveu qui dépasse, etc. Et donc, c'est une des premières personnes que j'ai interviewées quand j'ai commencé à écrire le livre. Et elle me racontait qu'encore aujourd'hui, dans la France des années 2020, quand elle raconte à des gens qu'elle ne connaît pas qu'elle a 4 sœurs, la première chose qu'on lui répond, c'est «Oh, ton pauvre papa». Ou alors, «Oh, ils ont vraiment essayé jusqu'au bout». Sous-entendu, s'ils ont eu 5 filles, c'est parce qu'ils ne voulaient qu'une seule chose, c'est avoir un garçon. Alors, et à aucun moment, on peut imaginer que le dessein des parents, c'était juste avoir 5 enfants, peu importe que ce soit des garçons ou des filles. Alors après, il y a peut-être, je sais pas, je suis pas dans l'intimité de cette famille, peut-être qu'effectivement, ils voulaient à tout prix avoir un garçon, j'en sais rien, mais ce que ça dénote, que ce soit avéré ou non, est quand même, à plein d'égards, assez préjudiciable et très révélateur, surtout d'archaïsme et d'une incapacité à évoluer sur ce type de sujet encore aujourd'hui, hein. Tu parlais de l'Inde. J'ai noté cette petite expression populaire que tu cites dans le livre, c'est élever une fille, c'est comme arroser le jardin de son voisin. Exactement, ouais. C'est très sympa. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est parce que la dot financière que vous investissez dans votre fille, elle ne vous sera à aucun moment profitable puisqu'elle viendra servir la famille du mari. Également, aujourd'hui, avec la PMA dans certains pays, c'est utilisé pour pouvoir Choisir le sexe du bébé, ouais, 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 c'est à Chypre, qui dépend pas de la législation de l'Union européenne. Et effectivement, il y a plein de reportages où il y a des parents qui viennent, qui ont déjà eu 2 filles et qui disent bon, là, pour le troisième, on va pas laisser le hasard jouer contre nous, et donc on va aller effectivement faire un bébé en choisissant le sexe du bébé, ce qui est encore une fois très révélateur. Alors il y a aussi des cas, faut pas être trop binaire et caricatural. Il y a aussi des cas où des gens choisissent d'avoir une fille parce que il y a aussi le côté présumé, la petite fille sera plus facile à éduquer. Donc là aussi, il y a plein de stigmates autour de l'enfance féminine qui peuvent aller en faveur des petites filles aujourd'hui. Mais selon les reportages dont j'ai pu avoir connaissance, la majorité de ceux qui allaient dans ce type de clinique, c'était pour avoir un garçon. Tu un chapitre qui s'appelle Les sœurs manquantes, un sous-chapitre qui s'appelle Les sœurs manquantes. Donc, tu as parlé tout à l'heure de la question de la dot. Et ce qu'on apprend dans ton livre, c'est qu'en 2018, il manquait autant de femmes en Inde que la population du Royaume-Uni. Ouais, non, c'est démentiel. Soit 63 millions de femmes. Exactement, ouais. Et donc ça, c'est vrai qu'on ne mesure pas l'ampleur du phénomène. Et vraiment, alors on commence par là, vous avez l'impression que le livre, il est vraiment super déprimant. C'est pas le cas, hein. C'est pas quasi. Il y a aussi des passages ça. Et d'ailleurs, j'ai hésité à mettre ce chapitre en tout premier. Puis après, je me suis dit, si, il faut se débarrasser de cette partie un peu plus sombre pour aller ensuite vers des parties plus solaires. Mais oui, et l'écriture de tout ce chapitre-là a été assez rude d'ailleurs, parce que je découvrais, moi-même, je sous-estimais l'ampleur des chiffres que tu viens de citer. Mais effectivement, et tout ce que ça a généré en termes de comportement, d'avortement sélectif, de maltraitance infantile pour les petites filles. On laissait mourir des petites filles parce que, enfin, c'est absolument désespérant. Et donc voilà, c'était important de le remettre aussi dans ce livre-là, même si encore une fois, il y a des choses infiniment plus réjouissantes à lire dedans. Oui. On va contrebalancer.
On a plein de questions, ouais. Un sujet que tu abordes qui est commun à toutes les femmes, c'est d'être comparées entre elles, mais c'est encore plus présent dans les sorories. On a l'exemple que tu cites de Kate et Pippa Middleton le jour du mariage, où tout de suite ça a mis de la rivalité entre elles, alors que en fait c'est juste une sœur et sa sœur ouais, qui se marient. Et donc tu parles du fait que donc dans ces cas-là, ou dans le cas aussi des sœurs sportives, elles sont toujours comparées, elles sont vues comme des adversaires. Alors que c'est jamais vraiment comme ça dans une fratrie, dans une sororité. Exactement, c'est ce que je disais au début, c'est que moi, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est lever un certain nombre d'idées reçues sur les sœurs. Et la première, c'est que deux sœurs sont nécessairement rivales. Et ça, vous le voyez, enfin, c'est aussi vieux que la littérature. Déjà, chez Shakespeare, dans Le Roi Lear, qu'est-ce que c'est que Le Roi Lear? C'est trois sœurs qui sont en rivalité. Et c'est celle qui arrivera à démontrer qu'elle a l'amour le plus grand à l'égard de son père, qui pourra hériter de son royaume. Et donc, il y a toujours cette idée que qui dit trois sœurs dit des sœurs rivales qui se chamaillent soit pour l'amour d'un père, soit pour l'amour d'un homme, parce qu'il y a toujours un homme quelque part, parce que autrement, à quoi bon? Et c'est vrai que ça traverse toute l'histoire de la littérature occidentale. Je parle notamment du père Goriot, où là aussi, les deux filles du père Goriot, elles sont odieuses elles dilapident la fortune de leur père. Elles sont d'une ingratitude folle à l'égard de ce pauvre patriarche. Et donc, il y a cette idée très, très forte et qui se maintient de sœurs qui sont jalouses et rivales et dont la rivalité se cristallise très souvent, soit autour du père, soit autour d'un homme, quel qu'il soit. Et donc, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'il n'y avait évidemment pas que ça. Et notamment, donc, je pars d'exemples très réels. Tu as mentionné l'exemple au début, Pippa et Kate Middleton. Il y en a plein d'autres. Je parle notamment, moi, il y en a un qui m'a beaucoup touchée, c'est celui de Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac, donc qui est morte très très jeune. C'est vrai que là, c'est vrai que la presse adorait construire de façon parfaitement artificielle la rivalité présumée entre les deux, parce que l'histoire était trop belle. Ça aurait été dommage de s'en priver, puisque au départ, c'est Françoise d'Orléac qui était actrice. Et c'est un petit peu par accident que Catherine Deneuve est rentrée dans le cinéma. Et il y a un festival de Cannes en 1964 où elles sont toutes les deux nominées, pas dans la même catégorie, mais pour obtenir un prix. Et c'est Catherine qui obtient le prix et Françoise, je crois que c'était dans La peau douce de Truffaut, elle repart bredouille. Et c'était vraiment, la presse en avait fait les grands titres, deux sœurs rivales, Françoise jalouse de sa sœur, quelle injustice, c'est Catherine qui l'emporte, etc. Et en fait, quand on lit attentivement les témoignages de l'une de l'autre, de toutes celles et ceux qui les ont connues, en fait, on se rend compte que c'était pas du tout ça la réalité de la relation, que Catherine Deneuve, ce soir-là, était au fond du trou parce qu'elle se sentait pas légitime à obtenir ce prix alors qu'elle admirait tellement sa sœur et que si elle faisait tout ça, c'était aussi par admiration et par enthousiasme suscité par la vocation et la passion de sa sœur. Et donc on a voulu réduire à une histoire de jalousie et de chamaillerie un épisode qui en réalité démontrait qu'au contraire, c'était parce qu'elle admirait Françoise qu'elle avait voulu elle-même devenir actrice et qu'il n'y avait pas du tout de jalousie de la part de Françoise, mais qu'elle était ravie pour sa sœur et que sa sœur, au contraire, se sentait terriblement coupable et avait le sentiment d'avoir volé à sa sœur quelque chose qui n'aurait pas dû lui revenir. Et donc ça aussi, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que souvent, par raccourci intellectuel, on a voulu réduire ces histoires-là à des histoires de jalousie et de compétition, alors que souvent, c'est des histoires d'admiration et voilà, de stimulation mutuelle. Alors après, je suis pas complètement naïve. Bien sûr, il y a de la rivalité, il y a de la chamaillerie partout, comme il y en a dans toutes les relations humaines, en fait. Comme il y en a entre filles, comme il y en a entre frères, comme il y en a entre hommes, comme il y en a entre femmes, quels que soient les âges, quelles que soient les situations, ça existe. Et ce serait complètement idiot de ma part de le nier. Mais en faire l'alpha et l'oméga des relations entre sœurs, ça me paraissait d'une paresse intellectuelle détestable. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de renverser un petit peu ce préjugé-là dans le livre. En allant creuser notamment les relations entre les sœurs dans le domaine du sport. Ce que tu soulignes, c'est que quand il y a deux sœurs dans la même discipline, on les considère comme des adversaires. Quand il y a un frère et une sœur comme Laure et Florent Malonneau, on met en avant le lien qu'ils ont. Exactement, ça j'ai vraiment épluché. Alors, je suis pas une grande lectrice de la presse sportive, mais là j'ai fait l'effort et effectivement, je lisais tous les interviews des Manodou et jamais on interroge Florent, oui, c'est ça, oui.
Florent, parce que Laure et Florent, c'est très proche quand même. Florent Manodou, sur est-ce que il y a une jalousie ou il y a, enfin jamais. La question, elle est même pas. Et j'en parle à un autre moment dans le livre. De toute façon, un frère et une sœur, c'est le choix du roi, donc c'est supposé être la configuration la plus optimale pour les parents parce que totalement délesté de toute logique conflictuelle ou de rivalité. C'est vraiment le meilleur des mondes et donc ça se traduit effectivement. À aucun moment on ne peut soupçonner qu'il y ait une once de jalousie ou de rivalité entre les deux parce que c'est un garçon et une fille, chacun de son côté, tout est parfaitement rangé et organisé. Par contre, quand c'est deux filles, évidemment, les choses sont infiniment plus complexes. Alors bon, sur le cas des sœurs Williams, je fais de nombreux développements dans le livre. C'est vrai qu'elles se sont retrouvées littéralement rivales sur le court dans des matchs de tennis. Mais ce qui était plus insidieux, c'est que la façon, et puis il faut pas oublier le contexte dans lequel elles apparaissent. Elles viennent de milieux très modestes, elles sont noires dans le milieu du tennis, qui était un milieu très bourgeois, très blanc. Et donc, évidemment, ça plaisait pas. Et donc, la presse sportive, mais pas que, à l'époque, a toujours cherché à prolonger la rivalité qui était parfaitement légitime sur le terrain du sport dans d'autres domaines et à conférer à ce père tout-puissant un rôle un petit peu mafieux d'instrumentalisation de la rivalité et de la compétition entre ces deux filles. Et c'est vrai que quand je lisais, par exemple, des interviews des frères Karabatic qui font du handball, jamais, alors que même ils sont tous les deux, ils jouent dans enfin, jamais on leur demande s'ils sont rivaux. Et cette question, parce que c'est des hommes, elle ne traverse jamais l'esprit des journalistes. Mais quand c'est des femmes, tout de suite, il faut qu'elles soient rivales et il faut qu'elles se combattent. Ce qui, là encore, me paraître un raccourci très préjudiciable. Tu parles aussi de l'expression que tu retrouves à chaque fois dans la presse de deux sœurs que tout oppose. Ouais. Le torchon brûle, les deux sœurs que tout oppose, ça arrive tout de suite. Alors ça, c'est marrant parce que tout oppose, c'est un grand ressort narratif, cinématographique en particulier. C'est-à-dire que dans beaucoup de films hollywoodiens, surtout des années 80, 90, 2000, quand il y a deux sœurs, c'est toujours ce truc de deux sœurs que tout oppose. Et donc, il y en a une qui est trop chiante, mais qui réussit trop bien dans la vie. Et puis, il y en a une qui est un peu plus désinvolte, frivole, etc. Et comme si, et en fait, il y en a une qui a des défauts et des qualités qui sont les qualités, les défauts de l'autre. Donc, comme si en réalité, pour être un être un peu complet et parfait, il faudrait réconcilier en fait l'une et l'autre et qu'on peut pas envisager qu'elle puisse avoir plein de qualités l'une et l'autre, pas forcément. Et il y a cette espèce de dichotomie constante. Il y a notamment ce film Inner Shoes. Enfin, en plus, ces films sont souvent assez nuls, assez mauvais. Quand on se base sur ce type de stéréotypes-là, c'est pas très porteur en réalité d'un point de vue narratif. C'est toujours un peu vide et on va sûrement en parler un peu plus tard. Mais moi, ce que j'adore, c'est quand on arrive à construire des duos, des trios de sœurs infiniment plus complexes avec des oppositions un tout petit peu moins caricaturales que celle-là. Ça me fait penser, on pourra en parler juste après, de cette duo de sœurs plus intéressant. Et je voulais te demander pour abonder dans le sens du côté solaire et pop culture qui est très présent dans ton livre et qui est super intéressant, qui en fait la richesse. Ce que tu avais préféré, en fait, tu t'es replongé dans beaucoup d'œuvres, que ce soit des livres, des films, des séries, des revues, même des peintures. Et je me demandais dans lesquelles tu avais préféré te replonger. Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà, dans une série de livres que j'ai lus quand je devais avoir 12-13 ans, de Malika Ferdouk, qui s'appelle Quatre sœurs. C'est 5 volumes, parce que ça s'appelle Quatre sœurs, mais elles sont 5, mais elles en ont donc toutes 4. Voilà. Et le premier s'appelle Enid, le deuxième Bettina. Là, j'ai plus tous les noms en tête, mais c'est trop génial. Et je les avais lus vraiment pré-ado, même pas ado. Et j'en gardais un souvenir lointain. Et j'ai rouvert ces livres. Déjà, je les ai trouvés merveilleusement écrits. Alors que c'est de la littérature jeunesse et avec une espèce d'atmosphère un peu pas morbide, mais elles vivent donc ces 5 filles qui sont orphelines, qui ont perdu leurs parents et qui vivent dans un vieux manoir et en même temps qui ont des vies tout à fait banales de jeunes étudiantes où elles sont encore au collège ou au lycée et elles ont chacune leur univers et chacune leurs caractéristiques. Et je me souviens que j'avais adoré ces livres quand j'étais enfant et j'avais une petite appréhension parce que relire à plus de 30 ans passés un livre que vous avez adoré à 11 ans, c'est quand même un pari un peu risqué parce que vous pouvez, enfin, le risque que l'édifice s'effondre, il est quand même immense. Et en rouvrant ces livres, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est formidablement écrit et c'est trop bien. Donc ça, c'est le premier exemple.
Et le deuxième, c'est assez bateau, mais vraiment, pour moi, c'est une espèce de révélation. J'ai relu Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir pour redécouvrir la relation qu'elle avait avec Hélène, donc sa petite sœur. Et vraiment, ça a été une espèce de redécouverte, parce que première fois que vous lisez Simone de Beauvoir, enfin, je ne l'avais pas du tout lu avec ces yeux-là, c'est-à-dire je ne l'avais pas du tout lu avec le prisme, je cherche des sœurs et je cherche à faire parler cette relation-là un peu différemment. Et c'est vrai que quand on parle du féminisme de Beauvoir et vraiment de sa prime jeunesse, hein, c'est-à-dire de son enfance et même de sa préadolescence, on parle énormément de sa meilleure amie Zaza, qui elle aussi est décédée très très jeune, à la toute fin des Mémoires d'une jeune fille rangée. Elle meurt à même pas 20 ans. Et on parle beaucoup moins de sa petite sœur Hélène. Et donc j'ai redécouvert en lisant pour la deuxième fois Les Mémoires d'une jeune fille rangée ce personnage de la petite sœur Hélène, et j'ai trouvé leur relation totalement réjouissante pour plein de raisons, et notamment le féminisme de Beauvoir, selon moi, il naît dans la relation familiale, parce que Simone, donc on est dans une famille bourgeoise au début du XXe siècle. Simone, elle était très intelligente, c'était l'aînée, donc qu'elle embrasse une carrière littéraire, qu'elle veuille devenir prof, bon, c'était toléré dans leur famille. Le fait que la deuxième née, ce soit pas un garçon, mais c'était une fille, déjà, c'était un problème. Et en plus de ça, que Hélène, la seconde, ait envie de devenir artiste peintre, bah, c'était quand même très, très mal vécu dans la famille Beauvoir. Et le premier combat féministe auquel se livre Simone de Beauvoir, c'est vraiment celui pour permettre à sa petite sœur Hélène de devenir peintre. C'est Simone qui, avec son petit salaire d'agrégée, paye les toiles et les pinceaux d'Hélène, lui paye aussi le loyer de son atelier dans Paris pour qu'elle puisse avoir un endroit où dessiner. Et au-delà de ça, même quand elles sont enfants, c'est extrêmement touchant la façon dont elles racontent leur relation toutes les deux, où Simone écrivait des histoires et puis c'était Hélène qui en dessinait les illustrations. Elles étaient d'une complicité, il y avait une tendresse, et en même temps, il y a aussi des disputes. Enfin, encore une fois, hein, l'idée, c'est évidemment pas d'idéaliser ces relations-là, mais j'ai trouvé ça très touchant et très beau, et c'est une facette à côté de laquelle j'étais passée durant ma première lecture, qui peut être un peu trop intello, à chercher des trucs un peu féministes, etc. Alors qu'il y avait là-dessus quelque chose de très authentique et de très beau. Donc voilà, moi je dirais, il y a Enid, Bettina et leur sœur, ça a été une vraie redécouverte. Et puis surtout, l'immense satisfaction d'être à nouveau séduite par quelque chose qui m'avait séduit quand j'avais à peine 12 ans, et puis Simone et Hélène de Beauvoir. Dans les relations de sœurs très réussies, on a envie de parler de Fleabag. Déjà parce que cette série est merveilleuse, et parce que effectivement la relation des sœurs est super, et t'en parles très bien. Et je pense que Vanessa, tu voulais peut-être faire un petit extrait. Tu écris à propos donc de cette relation entre les deux sœurs dans la série Fleabag, une histoire de sororité qui évite adroitement tous les écueils du genre, une sororité primitive et organique dont le large spectre se déploie du concours de paix à l'affrontement du commun du deuil et de la perte, jusqu'aux déclarations d'amour les plus maladroites et émouvantes. C'est vrai que moi, en regardant la série, c'était ce qu'il y avait de plus proche de la relation entre ma sœur et moi. Et, et ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un peu, eh ben, on voit que Phoebe Waller-Bridge, qui est à l'origine de la série et l'actrice principale, a aussi une sœur de qui elle est proche, avec qui elle travaille, qui est elle dans la musique. Et du coup, je me demandais si, est-ce qu'on peut écrire sur ce lien de sororie sans l'avoir soi-même vécu? C'est une très bonne question. En tout cas, j'abonde dans ton sens. Vraiment, Fleabag, pour moi, ça a été, alors je ne l'ai pas mentionné parce que la découverte de Fleabag est contemporaine à peu près de l'écriture du livre. Donc tout ça est arrivé en même temps et a participé, je pense, d'une même dynamique. Mais oui, c'est tellement salutaire et jouissif de voir à l'écran, parce qu'il faut voir d'où on vient quand même. Moi, j'ai grandi avec les petites filles modèles. C'est-à-dire que Camille et Madeleine de Fleurville, bon, elles sont très mignonnes, mais elles sont très chiantes en réalité. Ces espèces de petits modèles de docilité, de douceur, de gentillesse, d'altruisme. Enfin, moi, je me reconnaissais pas. J'étais pas un monstre, un petit peu quand j'étais petite, mais j'étais à des années-lumière de ce modèle-là. Et donc, c'est vrai que voir à l'écran ce type de représentation des relations entre sœurs, c'est terriblement jouissif, et elle le fait en plus brillamment. Enfin, il y a plein d'autres raisons. Si vous n'avez pas regardé Fleabag, il y a une infinité d'autres raisons de le regarder. C'est drôle,
c'est dur parfois aussi. Elle est pas du tout tendre avec son personnage principal, donc Fleabag, mais la relation qu'elle a avec sa sœur Claire, c'est une relation que je trouve vraiment géniale et qui est d'une justesse et d'une authenticité folle. Et donc, je pense qu'effectivement, le fait qu'elle ait une sœur a favorisé ça. Enfin, même parfois, on me demande «Ah, pourquoi tu parles si peu des frères dans ton livre?» Je dis «Ben, en fait, c'est parce que j'ai voulu écrire sur les sœurs et parce que c'est ce que je connais, en fait, et j'ai pas voulu mettre les frères à l'écart. C'est juste que c'est pas mon expérience, c'est pas mon vécu. Donc oui, je pense que j'aurais jamais pu écrire ce livre si j'avais pas moi-même grandi avec 2 sœurs. Et d'ailleurs, au détour de certains chapitres, je parle aussi de ma propre expérience de sœur, d'ailleurs de ce que le fait que ma propre grande sœur écrive avait pu libérer en moi et à quel point aussi ça avait pu, jouer un rôle tout à fait, moteur et d'inspiration et voilà et moi je sais que, les rares moments où je me dis: «J'aimerais avoir des enfants», c'est parce que je me dis: «J'adorerais offrir à un être vivant, ce que moi j'ai pu vivre avec mes sœurs», parce que c'est trop génial et c'est assez unique, et c'est vrai que ça alors ça délégitime pas tous les gens qui ont pas de sœurs pour écrire dessus. Enfin on peut, c'est marrant ce que tu as mentionné au tout début, le livre «Sœurs», pour une psychanalyse, féministe, voilà, c'est ça le titre et donc ça, il y a 2 personnes qui ont écrit ce livre, une femme, dont j'ai oublié le nom et un homme Philippe, Sialipi, non? ouais, Patri Sylvie Alipi. Sylvie Alici et Patrick, Maniglier et c'est drôle parce que lui est un homme et donc il écrit ce livre pour une psychanalyse féministe et je l'ai du coup, j'ai lu le livre, parce qu'il est sorti, en plein pendant l'écriture de mon livre à moi et j'ai eu la chance aussi de faire une émission avec lui, sur France Inter et c'est marrant parce qu'il commence toujours en s'excusant, en disant: «Oui, moi je suis un homme, cis, blanc, et j'ai écrit un livre sur la psychanalyse féministe», comme s'il n'était pas légitime pour le faire et c'est pas vrai parce qu'il apporte énormément de choses et sa contribution, elle est importante et je pense que c'est d'ailleurs très intéressant que ce livre, il ait été écrit à 2 voix. Donc je veux pas, discréditer par avance, ceux qui auraient pas de sœur, mais je pense qu'effectivement, si on veut faire un peu ce qui est mon cas, un livre un peu incarné, où on peut y mettre des anecdotes personnelles et donc c'est juste une autre expérience de lecture, bah, c'est quand même mieux quand on en a. Mais ça ne disqualifie pas par avance, celles et ceux qui n'en ont pas pour en parler. Tu as parlé tout à l'heure de Simone de Beauvoir et de sa sœur, de toi et tes 2 autres sœurs qui écrivent aussi dans des registres différents. Il y a une chose que tu avances dans ton livre que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est la question de la créativité entre sœurs. Et l'idée que tu apportes, c'est comme c'est les enfants dont on prend le moins soin parce que on s'occupe moins d'une fille, d'une petite fille que d'un petit garçon. Elles sortent moins aussi dehors, elles sont plus consignées à l'espace familial et elles restent à la maison. Et ben ça, de là peut naître une créativité. Et donc ça, c'est tout un chapitre de ton livre que j'ai trouvé passionnant sur bah voilà, le fait que de la créativité naisse de la sororité. Exactement. Alors ça aussi, ça fait partie des trouvailles qui, moi, m'ont beaucoup enthousiasmée dans le livre. La notion de «sisters art», en anglais, qui désigne, l'espèce de filiation entre la poésie et la peinture. Et je trouvais ça: «Ah tiens, sisters art, il y a quelque chose à filer» et donc c'est tout le chapitre sur les sœurs Démiurge. Alors bon, moi, nos parents sont très bien occupés de nous, hein. Donc c'est pas parce qu'ils nous ont délaissés, mais effectivement pour, les sœurs, je parle de Virginia Woolf, et sa sœur Vanessa Bell. Là, en l'occurrence, c'était plutôt ça, c'était on s'occupait des garçons et les filles, on les laissait à la maison, elles s'occupaient un peu toutes seules. Mais c'est vrai que moi, ce que je et encore une fois, c'est de l'intuition, c'est de l'hypothèse, je dis pas que c'est forcément vrai, mais empiriquement, ce que j'observe, c'est que moi et mes sœurs, c'est vrai que comme on n'allait pas, jouer au ballon dehors ou que, le fait qu'on soit souvent confinés était très propice au développement d'une créativité partagée et vraiment, mes sœurs et moi, on pouvait passer des après-midi entières, y compris en plein mois d'août, dans des maisons avec des jardins, enfermés dans des petites chambres obscures, à inventer des pièces de théâtre, à, créer ensemble, et c'est vrai que ça me semble être quelque chose de plus féminin, précisément lié à cette idée de confinement du féminin, en opposition à, des petits garçons qu'on incitera, mais ce qui est toujours le cas aujourd'hui et c'est pas enfin fine, qu'on incitera davantage à aller jouer dehors et donc peut-être moins à entretenir et partager cette créativité-là et c'est vrai que quand j'ai voulu creuser un petit peu ce sujet,
les exemples, ils sont pléthoriques. C'est évidemment les 4 filles du docteur March, avec Joe March, qui était espèce de metteur en scène, metteuse en scène des petites pièces que la sororie interprétait devant les petites filles et les petits garçons du village. Il y a évidemment, elles sont sur la couverture, les sœurs Brontë. Enfin, c'est passionnant quand vous vous intéressez à la jeunesse des sœurs Brontë. En fait, tout commence dans leur manoir obscur où, pour tuer l'ennui, elles s'inventaient des mondes et des empires imaginaires où c'est absolument fascinant. Il y a quelques... Alors, tout n'a évidemment pas été conservé parce que à l'époque, on ne mesurait pas l'ampleur du phénomène Brontë, mais il y a un certain nombre d'écrits vraiment de leur prime jeunesse qui ont été conservés et qui montrent bien que à 12-13 ans déjà, elles inventaient ensemble des mondes. Alors, il y avait un frère aussi, Branwell, qui avait des petits soldats, et donc elle racontait les histoires des petits soldats de leurs frères, et une part de la créativité, et de l'émulation intellectuelle et artistique vient de là. C'est vrai que quand on file un peu cette idée-là, il y a en plus cette dialectique, celle qui écrit et celle qui peint, qui est chez Simone de Beauvoir et chez Hélène, mais qu'on retrouve aussi chez Virginia Woolf et Vanessa Bell, sa sœur. Et vraiment, là, s'il y a une recommandation artistique que je formule avec enthousiasme dans toutes les rencontres, c'est vraiment regarder ce qu'a fait Vanessa Bell, la sœur de Virginia Woolf, qui appartenait aussi au groupe de Bloomsbury et qui était peintre. Et c'est magnifique ce qu'elle peint. Enfin, ça ressemble à une espèce de Matisse. Enfin, c'est de très belles couleurs. C'est de l'art figuratif. Vraiment, c'est très, très beau. Pareil, quand elles étaient petites, c'était l'inverse. C'était Vanessa qui était l'aînée et Virginia qui était sa cadette. Virginia écrivait des histoires quand elles étaient enfants et Vanessa en faisait des illustrations. Donc c'est vrai qu'à mesure que je m'embarquais dans ce chapitre-là, il y avait une infinité d'exemples qui venaient conforter cette idée que il y avait une force créatrice très très forte chez les sœurs. Elle existe sûrement aussi peut-être chez des frères et sœurs ou chez des garçons, mais ça me frappait tout particulièrement dans ces configurations-là. J'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit par rapport au frère qui jouait au petit soldat. Tu notes dans ton livre, je te cite, avec une pointe de mauvais esprit, que ce sont les frères et non les sœurs qui s'entretuent. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette petite remarque. Abel et Caïn. Enfin, alors, ce qui est assez amusant, c'est que oui, il y a de la rivalité, notamment dans la mythologie ou dans tous les récits bibliques autour des frères, et même dans les romans, quoi, Dostoïevski, il y a de la rivalité entre frères, mais c'est une rivalité qui est hissée sur des sujets qui relèvent de la vie et de la mort, du rapport à Dieu. Enfin, on est vraiment sur des sujets extraordinairement nobles, spirituels, où il est toujours question, voilà, de bien et de mal, de vie ou de mort. Donc, ça situe leur rivalité sur un terrain où, j'ai envie de dire, elle est légitime. Là où la rivalité entre sœurs, elle est toujours au plus bas niveau, c'est-à-dire c'est l'homme. C'est vraiment, il y a que ça. Ou la tenue. C'est vraiment Pippa et Kate Middleton qui a les plus belles fesses, qui a le plus beau bronzage, qui a les plus beaux cheveux. Et donc leur rivalité, elle est dégradée. C'est-à-dire que, encore, les hommes, on tolère cette rivalité-là parce qu'elle s'érige à un niveau qui relève d'une forme de noblesse, où ils se battent pour des questions qui en valent la peine. Là où la rivalité entre femmes, elle en vaut jamais, elle est toujours située au niveau du superficiel. Et ça, c'est d'une terrible injustice. Ça m'a fait beaucoup penser à un mème internet qui, je pense, mon mème préféré, où on voit, c'est écrit les hommes ne font jamais de drama, et en fait, juste en dessous, il y a Scully, je crois, de X-Files, qui ouvre un gros dossier d'archives avec écrit l'histoire du monde. Et en fait, Bah oui. toutes les guerres, enfin, il suffit d'ouvrir n'importe quelle histoire, n'importe quel chapitre. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître complètement artificiel, cette conflictualité présumée qui serait l'apanage des femmes, alors que oui, je pense qu'on a suffisamment d'exemples encore aujourd'hui où la conflictualité, elle est quand même essentiellement masculine. Tu t'intéresses dans un des chapitres aux crimes qui ont été commis par des sœurs, soit dans l'histoire, soit dans la mythologie. Et ce que tu ressors de ça, c'est que c'est des crimes d'émancipation, de protection contre les oppresseurs. Oui, je sais pas si tu veux partager un exemple. notamment, je parle des sœurs Papin, qui avaient marqué la chronique, qui avaient fasciné, d'ailleurs, c'est intéressant, Simone de Beauvoir et Sartre, qui étaient fous de faits divers et qui s'étaient pris de passion pour cette histoire-là. Alors, sans évidemment justifier leurs crimes, si vous connaissez ces deux sœurs qui ont tué
de façon extraordinairement sauvage, leur arrachant les yeux, leur maîtresse et sa fille, et qui étaient probablement un peu dérangées l'une et l'autre. Et c'est vrai que ces crimes-là, c'est aussi des crimes d'émancipation, parce que là, c'était une famille, enfin, elles étaient au service d'une famille bourgeoise. Et c'est vrai qu'il y a aussi des mythes où les sœurs, pour venger l'une qui aurait été mal, voilà, qui aurait pas été respectée par des hommes. Enfin, il y a cette idée qu'on va toujours venger. Et donc, l'idée, c'est évidemment pas dans ces exemples-là de pardonner ou de légitimer le recours à la violence, mais de montrer aussi que dans tous ces récits, c'est pas juste de la violence et du crime gratuit, mais qu'il y avait toujours un fond d'oppression, d'injustice et d'inégalité qui, sans excuser ni justifier les crimes qui ont été commis, leur donnait un substrat et un référentiel un peu différent. On n'a pas parlé des sœurs Kardashian. Vaste sujet, vaste sujet. Alors moi, j'avoue que je connaissais assez mal l'univers Kardashian avant d'écrire le livre, et je savais aussi que je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette partie-là, du fait de la notoriété immense de Kim et de ses sœurs. Donc je me suis plongée avec réticence au départ, hein, dans le visionnage. Alors j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé quand même un bon lot de leur télé-réalité. Et ça a laissé chez moi quelque chose de très ambivalent. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui déteste la vulgarité. Là, tout à l'heure, j'ai dit chiante, et je m'en veux parce que je déteste dire des gros mots. Et vraiment, pour moi, elles incarnaient tout ce que j'aborde, c'est-à-dire une espèce de cette immense vulgarité-là, aussi le culte du corps dans tout ce qui peut avoir de plus préjudiciable pour l'émancipation féminine, le star system. Et donc vraiment, j'étais d'un enthousiasme très relatif, et je me dis, mais tu dois le faire. Donc voilà, un vendredi soir, j'ai commencé à regarder sur ma télé les épisodes de La formidable famille Kardashian. Et en fait, j'ai trouvé autre chose. Et surtout, je me dis, mais c'est quand même dingue, que ça a commencé il y a très très longtemps. Kim Kardashian, c'est devenue une star, et de Chloé, enfin toutes les deux sœurs Kendall, Jenner et sa sœur aussi, a priori, elles n'ont plus besoin de cette entité de sœurs pour briller et pour avoir une forme de popularité. Et j'aimais bien le fait qu'en réalité, elles assument que leur force et leur puissance, elles l'attirent d'abord et avant tout du collectif. Et c'est vrai que dans un monde où on nous a toujours appris, c'est la rivalité féminine, les sœurs se détestent, les sœurs, et de voir qu'elles assumaient une forme de puissance du collectif au féminin était quelque chose d'assez jouissif de ce point de vue-là. Et en fait, c'était même assez rigolo dans les tout premiers épisodes de voir le rôle très marginal que jouaient les hommes, et notamment le père et le frère. Parce que là aussi, il y a un frère. Le pauvre, il n'a même pas le droit à avoir un prénom en cas. Et il apparaît, mais de façon très sporadique dans la télé-réalité. Il est là un épisode sur 4. Il est toujours affalé sur le canapé, il rigole mollement en regardant ses sœurs. Et j'étais là, en fait, c'est assez agréable de voir une série qui est très inintéressante par ailleurs, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en réalité. Donc au début, elles ont leur boutique, elles vont faire des shootings à Miami ou je ne sais où, en Californie ou en Floride. Mais il y a cette espèce de gynécée moderne où c'est les femmes qui prennent toutes les décisions importantes. C'est la mère qui prend. Même parfois, elles mentent un petit peu au père parce qu'elles savent qu'il ne serait pas d'accord avec les décisions qu'elles prennent. Et j'aimais bien cette idée de puissance assumée du féminin collectif. Et en fait, tout ce que je montre dans le premier chapitre, un peu lugubre, dont on a parlé au début de la conversation, à savoir le fait qu'avoir plein de filles, ça a été souvent considéré comme une malédiction, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la multitude. C'est-à-dire que normalement, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes forts. En fait, c'est la logique bêtement arithmétique, et c'est de la logique. Mais ça, c'est une logique qui est totalement inversée quand on parle des sœurs. Et c'est le seul endroit où plus vous êtes nombreux, plus vous êtes impuissants. À savoir, plus vous êtes de filles nombreuses, plus vous êtes impuissantes. Et ce que j'aimais bien avec les Kardashians, c'est qu'elles réussissaient à renverser ce paradoxe de la multitude, et ce qui devait faire leur impuissance, elles le retournaient en faveur de leur collectif, et elles en faisaient une espèce de force. Et ça, je trouvais ça assez génial. Et surtout qu'encore aujourd'hui, alors qu'elles sont toutes devenues millionnaires, qu'elles auraient pu totalement se défaire de ce collectif-là. Alors vous me direz, t'es un peu naïf, c'est aussi les studios qui les encouragent parce qu'ils savent à quel point c'est rentable. Mais il n'y a pas que ça. Quand on les suit sur les réseaux, enfin je pense vraiment, je suis peut-être naïve, mais je vais continuer, et je pense que personne ne cherchera à me démentir ce soir, donc je dormirai tranquille. Mais quand je les
suis sur les réseaux sociaux et que je tombe sur des photos où elles sont 2, 3, qu'elles se retrouvent pour des je pense qu'il y a une forme d'authenticité dans la relation qu'elles certes, elles la surjouent, elles la mettent en scène abondamment, mais il y a quelque chose quand même où elles reconnaissent qu'elles se sont construites grâce à leur collectif et que ça, c'est quand même assez génial quand on revient sur toute l'histoire du féminin collectif et la façon dont on a voulu l'entraver, le marginaliser. Et donc oui, il y a encore une infinité de défauts, mais ce caractère assumé de la force du collectif féminin est quand même quelque chose qui est assez réjouissant. Et si je me dis, s'il y a un truc que peuvent retenir les petites filles qui regardent, c'est ah ben ma sœur, c'est pas uniquement ma rivale ou mon ennemie, mais c'est aussi celle avec qui je peux construire ce genre de dynamique-là, ben, je me dis qu'on n'aura pas tout perdu. Votre avis sur les sœurs Bennett et les sœurs Dashwood de Jane Austen? Oui, bien sûr. Alors, pareil, là aussi, sur le paradoxe de la multitude, c'est vraiment ça. C'est-à-dire les 5 sœurs Bennett, donc dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est le pauvre père Bennett. Il se retrouve avec 5 filles dans l'Angleterre victorienne où il y avait donc la loi de l'entail. L'entail, ça interdisait les filles d'hériter des biens meubles de leur père. Donc le père vieillissant doit aller chercher au fin fond du Kent ou je sais plus où un obscur cousin qui est en plus de ça particulièrement détestable pour hériter de son château. Et en plus de ça, il faut qu'il marie chacune de ses 5 filles. Il faut pas simplement qu'il les marie, il faut qu'il les marie dans le bon ordre. Parce que si vous mariez la Benjamine avant d'avoir marié l'aîné, ben, ça discrédite totalement votre plan de mariage et ça porte préjudice sur l'ensemble des mariages à venir de la fratrie. Alors bon, le père Bennett, il est quand même sympa, on voit qu'il aime ses filles, voilà, on est dans quelque chose de très romancé. Mais oui, c'est complètement révélateur de ça. C'est une histoire qui est... Alors, le film aussi, l'adaptation, est, je trouve, très, très juste. Et moi, là aussi, ça me laisse des sentiments très ambivalents parce que chacun des personnages est quand même travaillé, abouti, intéressant. Mais en fin de compte, l'émancipation et le dessein final, ça reste pour toutes le mariage. Et même le personnage incarné par Keira Knightley, comment elle s'appelle? Elizabeth, ouais. Bennett, ben même elle, qui est le personnage un peu émancipé, un peu intellectuel, un peu courageux, à la fin, il faut qu'elle épouse Darcy. Et donc bon, c'est bien et on est contente pour elle, mais on aurait tellement aimé qu'il y ait, et puis voilà, c'est une autre époque, mais on aurait aimé qu'il y ait un autre destin qui puisse, voilà, que Jane Austen lui ait donné. Je voulais savoir si vous parlez aussi des sœurs, du coup, choisies, enfin, dans le Bien sûr. livre. Bien sûr, des sœurs choisies et aussi, ça c'est quelque chose une question qu'on me pose souvent en librairie, des demi-sœurs. Et où je remarque qu'en réalité, c'est extrêmement rare que les sœurs qui ont des demi-sœurs les qualifient de demi-sœurs ou imaginent qu'il y aurait un traitement à part parce que c'est des demi-sœurs. Et ça, je trouve ça assez génial parce que ça montre que le lien, en fait, et quand je dis demi-sœurs, ça peut être des demi-sœurs sans aucun lien de sang. C'est-à-dire, c'est la fille du nouveau mari de votre mère, mais vous n'avez pas de lien avec elle. Et moi, oui, ce que je montre, c'est que précisément, enfin moi-même, j'ai des sœurs choisies. D'ailleurs, il y a la sœur d'une de mes sœurs choisies qui est dans la salle. Et voilà, qui sont des amis que j'ai rencontrés et avec lesquels j'entretiens des liens qui sont tout aussi robustes et puissants. Et donc, évidemment, et c'est un peu ce que j'expliquais au début sur la dialectique entre sororie et sororité, c'est que les deux se complètent. Et c'est parce que j'ai connu l'une aussi, peut-être, que je sais reconnaître les autres. Mais il n'y a pas du tout de hiérarchie. Et d'ailleurs, c'est un autre phénomène un peu frustrant ou embêtant dans la promo du livre. Parfois, j'ai des lectrices qui viennent me voir, qui me disent: «Oh, depuis que j'ai lu votre livre, je me dis que j'ai vraiment raté ma vie parce que j'ai pas de sœur et que j'aurais tellement aimé en avoir». Je dis: «Mais non, pas du tout. Au contraire, je suis convaincue que les relations que moi j'ai avec mes sœurs, elles peuvent aussi exister avec d'autres filles et que voilà, moi j'ai des amis avec qui j'ai des liens tellement puissants et forts qu'ils peuvent sûrement s'apparenter à ce lien-là. Après, ils n'ont pas le même historique, c'est juste ça. Il n'y a pas l'enfance ou il y a une autrice géniale que j'ai rencontrée qui s'appelle Elisabeth Barillet. Il s'avère que par le hasard des programmations des librairies et des chaînes, on a fait une émission et une rencontre en librairie ensemble, qui a écrit un livre qui s'appelle Les sœurs et autres espèces du vivant. Et elle disait des choses très justes sur la relation entre sœurs, qui est peut-être ce truc unique qu'on n'a pas avec les sœurs qu'on choisit, c'est le rapport à la peau et le rapport à l'espèce de proximité. En fait, quand vous grandissez avec une petite fille, ben,
Souvent, vous partagez la même chambre, vous dormez souvent dans le même lit, vous prenez vos bains ensemble et ça crée quand même une espèce de proximité physique et une espèce de symbiose qui a quelque chose d'organique qu'effectivement vous retrouvez pas avec vos amis. Enfin, vous pouvez prendre des bains avec vos amis, mais a priori, on en prend moins quand même quand vous rencontrez vos amis à 20 ans que quand vous grandissez ensemble et que vous avez même pas 2 ans d'écart. Et c'est vrai que et quand elle l'a dit, je trouvais ça très beau et moi je l'ai pas écrit dans le livre de cette façon-là, aussi parce que je mordais beaucoup mes sœurs dans mon bain, donc il y avait peut-être un autre rapport, à la peau, me concernant. Mais oui, donc il y a des choses évidemment qu'on ne retrouvera pas dans les relations amicales, mais il y a aussi des choses que les relations amicales vous offriront, que les relations avec vos propres sœurs ne vous offriront jamais. Et notamment quand vous disputez avec vos sœurs, c'est plutôt vers vos amis que vous vous tournez et vous êtes bien content qu'ils soient là, et parce que ça arrive évidemment. Et donc je pense que oui, il y a cette dialectique à créer entre les 2, mais que moi, mieux connaître mes sœurs aussi m'a permis de peut-être mieux comprendre et mieux aimer mes amis. On se retrouve aussi quand on est sœurs et qu'on a des amis qui ont elles-mêmes des sœurs, c'est aussi génial de pouvoir comparer la façon dont on vit et voir aussi en quoi les relations qu'on a entre nous, elles s'en rapprochent et aussi parfois elles s'en éloignent. Est-ce que tu parles de Solange et Beyoncé Knowles? Bien sûr. Bah, pauvre Solange, là, pour le coup, ça fait un peu partie de oui, oui, j'en parle parce que, effectivement, donc Solange, qui elle, en plus, a essayé de percer dans un environnement un peu plus indé, un peu plus exigeant, et qui a eu du mal, c'est vrai que c'est, et ça, c'est hyper intéressant parce que Beyoncé elle-même venait d'un girls band, des Destiny's Child, donc qui avait déjà cette idée que c'était enfin, de l'émancipation, à la fois, de la sororie, organique, familiale et puis l'émancipation ensuite du collectif, du groupe. Donc oui, c'est une relation qui est hyper intéressante, et j'avais regardé, il y a un super documentaire d'ailleurs sur elle, ouais, sur Arte, où on montre aussi le rôle du père dans la construction, de la starification, des enfants et aussi où on montre tout le caractère très aléatoire en réalité du succès. Parce que moi, je serais incapable de dire enfin si, très honnêtement, moi j'écouterais plus volontiers Solange que Beyoncé aujourd'hui. Et donc on voit à quel point tout ça est très aléatoire et tient à pas grand-chose en fait. Pourquoi est-ce que c'est Beyoncé qui est devenue l'immense star et pas Solange? Il y a pas d'explications purement rationnelles qui peuvent, qui sont satisfaisantes aujourd'hui et donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et pareil sur, Vanessa Bell et Hélène de Beauvoir qui sont les 2 sœurs d'eux, avec cette interrogation de se dire: «Est-ce que s'il y avait pas eu leurs sœurs, elles seraient des totales inconnues?» en réalité, parce que c'est possible. Ou alors est-ce que ça aurait pu devenir des grandes stars parce qu'elles n'auraient pas évolué dans l'ombre de leurs sœurs? Et ça, j'en sais rien et je saurais jamais. Est-ce que, Vanessa Bell serait devenue une grande artiste peintre internationalement reconnue si elle n'avait pas grandi dans l'ombre de Virginia? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on n'aurait jamais parlé d'elle? Est-ce que, elle serait pas à la Tate aujourd'hui, si, elle n'avait pas eu sa sœur pour et donc j'aimais bien cette espèce de dilemme de s'interroger sur, est-ce qu'elle a vraiment été brimée, inhibée par sa sœur qui était une star? Ou au contraire, est-ce que c'est parce que sa sœur était une star qu'on a pu parler d'elle? Cette semaine, sur Instagram, on a demandé justement quel est votre exemple de sœur dans la culture préférée. Et alors, la réponse qui est le plus revenue, c'est Charmed. Ah bah oui. Bah oui, on n'en a pas parlé, alors que normalement, c'est vrai qu'on en parle. Comme je dis, ça prend beaucoup de place dès l'introduction, parce que oui, c'est vraiment ce que j'explique dans le livre, c'est qu'après avoir grandi avec les petites filles modèles et un certain nombre d'autres exemples de petites filles bien sages, bien mignonnes, etc., l'apparition de Charmed dans nos vies, à mes sœurs et moi, quand on avait 12-13 ans, c'était quand même, là aussi, particulièrement salutaire et jouissif parce que c'était 3 sœurs qui menaient des vies, d'américaines relativement banales. Elles avaient des problèmes au boulot, des problèmes de mecs et cetera. Mais en plus de ça, le pouvoir des 3 leur conférait des pouvoirs magiques et elles devaient se battre contre les forces du mal. Ce qui quand même et moi je trouve que Charmed est vraiment une série sous-cotée même dans la culture féministe en général. C'est-à-dire que j'ai découvert, j'en ignorais l'existence, je dois le reconnaître, des Buffy Studies. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant intellectuel dans les universités aux États-Unis. Alors je pense que ça c'est fini, hein, les Buffy Studies, ils n'ont plus aucun sou aujourd'hui, hein. Et je pense que Charmed n'aura pas beaucoup plus de sous d'ailleurs, mais il y a tout un courant universitaire, hein, c'est très sérieux. J'ai trouvé un nombre de thèses hallucinants sur les Buffy Studies qui montraient à quel point le personnage de Buffy avait participé à une forme d'émancipation féminine dans les années 90 parce qu'avec son pieu, elle tuait des hommes, etc. Bon, très bien. Moi, j'ai jamais aimé Buffy, j'ai jamais accroché. Petite, je regardais pas. Par contre, Charmed,
ces 3 sœurs, encore une fois, alors je suis pas sûre qu'elles passent le test de Bechdel, vous savez, qui est ce test où 2 femmes parlent dans la même pièce et arrivent à tenir je sais plus combien de temps sans parler d'hommes, mais je pense quand même que à certains moments de la série, elles doivent réussir le test. Et puis surtout, voilà, c'était 3 femmes émancipées. Et certes, il y avait toujours un peu des hommes vaguement dans leurs histoires, mais c'était pas non plus le point central de leurs aventures. Le point central, c'était vraiment ces pouvoirs hérités de leur mère, de leur grand-mère, ce grimoire qui est dans leur grenier et leur mission de vaincre les forces du mal. Et c'était super, enfin, c'était formidable pour des jeunes ados d'avoir ces exemples-là à la télévision. Alors, encore une fois, c'était très imparfait, parce qu'elle aussi, c'était des représentations féminines très stéréotypées. Elle, c'était très belle, très mince. Enfin, tout ça était... Voilà, il y a sûrement plein de... Et les hommes occupaient quand même une place très importante dans leur vie. Mais c'était, je trouve, très salutaire pour des jeunes filles d'avoir cet exemple-là. Et c'est vrai que, contrairement aux Buffy Studies et à toute l'attention qu'il y a pu y avoir autour de Buffy contre les vampires, les courants féministes ont un peu marginalisé ou discrédité les sœurs Halliwell, et je pense que c'est une erreur, parce que moi-même, je sais que ça a participé d'une forme d'émancipation, alors pas que, et heureusement, il y a eu plein d'autres choses et plein d'autres modèles, mais quand vous êtes un peu préado, récalcitrante à lire des trucs intelligents, et mine de rien, quand on vous met ça, je pense que c'était un tout petit peu plus moteur que Gossip Girl, par exemple, à l'époque. D'ailleurs, il y a pas de sœur dans Gossip Girl. Je me dis que c'est... Non, Je crois pas. Non. voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en rends compte. Et en tout cas, il y en a dans Charmed. Et oui, et c'est quand même... Alors ça, par contre, ça ne résiste pas au revisionnage. Ah oui. Non, vraiment pas. Voilà, Les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux, c'est risible même. C'est drôle de les voir. Donc j'avoue qu'en le regardant, je me suis rendu compte, waouh, ça vieillit quand même assez mal. Mais ça n'a rien enlevé. Je sais que les yeux avec lesquels je les regardais à l'époque sont plus mes yeux d'aujourd'hui. Et donc c'est pas très grave. Et je m'attendais pas à être à nouveau comblée. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'avais pas envie de me refaire toutes les saisons de façon totalement addictive. Ça aurait été trop chronophage. Et ce que je note d'ailleurs à la toute fin, c'est que mine de rien, MeToo a été co-construit notamment par Alyssa Milano, qui a été une des premières à lancer l'alerte, et par Rose McGowan sur Twitter à l'époque. Et donc, alors même que je crois que les 2 actrices se détestaient, hein, ça, je l'ai mis en note de bas de page. Je l'ai pas mis, j'ai pas voulu le mettre dans le livre parce que ça me faisait trop mal. Mais je crois qu'elles se haïssaient, que les relations étaient exécrables sur les tournages. Mais mine de rien, elles ont l'une et l'autre été vraiment aux prémices de MeToo en 2016-2017. Et donc je me disais, tiens, c'est quand même intéressant qu'elles reviennent, non plus par des personnages fictifs, mais avec leur propre expérience de femme à ce moment-là de mon existence, parce que c'était bien après la fin de Charmed, et je trouvais ça assez intéressant. En vieillissant, les sœurs deviennent des tantes. Et donc, tu abordes cette image un peu qu'on nous brandit comme quelque chose de très effrayant de devenir la vieille tante. La vieille tante qui n'a pas d'enfant, qui est la vieille fille dans le livre de Mary Cock. Exactement. Elles deviennent des tantes ou elles deviennent des sorcières. C'est ce que je montre aussi. C'est que ça, ce chapitre-là, c'est le seul chapitre qui n'était pas dans mon plan initial. J'étais très sérieuse. J'avais fait un plan que j'avais envoyé à ma maison d'édition avant de commencer à écrire. Je l'ai respecté scrupuleusement. Mais il y a un chapitre qui est apparu à la rédaction, c'est celui-ci. Tout simplement parce qu'il y a très peu d'exemples en fait de sœurs qui ont plus de 40 ans et qui sont encore montrées comme des sœurs. C'est-à-dire qu'elles peuvent... Ou alors c'est des tantes, mais c'est quelque chose qui est construit totalement différemment. Et des personnages de sœurs où on alimente et où on met leur relation sororale au premier plan dans des fictions, dans des livres, dans des films, c'est quelque chose qui était très rare, d'où l'absence de ce chapitre-là au commencement de ma réflexion. Et puis en fin de compte, je me suis dit, mais en fait, c'est essentiel. Et puis moi, a priori, là, je vieillis. Enfin, a priori, je vais continuer à vieillir avec mes sœurs, et j'espère qu'on ne va pas arrêter de se voir. Et effectivement, je m'intéresse tout particulièrement à ce personnage de la vieille tante célibataire et sans enfant, et tous les stigmates et les préjugés qu'on peut porter sur elle, et que elle serait malheureuse et qu'elle aurait raté sa vie. Et je trouvais ça terriblement injuste. Et donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de réhabiliter en quelque sorte cette figure-là, et de montrer qu'il y a plein d'autres façons de la représenter, et autrement que, alors je sais pas si c'est une vieille tante, mais la femme à la bûche que je mentionne dans le livre, qui est ce personnage absolument formidable dans Twin Peaks, la série de David Lynch.
où il y a cette espèce de femme d'un autre âge qui apparaît par intermittence dans la série et qui est bizarre et et qui a pas d'enfant, qui a pas de mari et qui est un être un peu ouais, un peu inclassable, un peu ovni et j'essaie de montrer qu'il faut les sortir de ces marges et en faire des personnages à part entière et il y a une étude hyper intéressante sur laquelle je suis tombée de sociologues et de démographes américains dans les années 60 qui se projettent sur ce que sera le modèle type social et familial dans les années 2000. Donc, ils font vraiment un gros exercice de prospective sur 40 ans. Et ils se disent, du fait de la montée de l'individualisme dans nos sociétés et de la baisse drastique de la fécondité, la configuration qui va se développer de la façon la plus massive dans les 40 années à venir, ça va être les liens entre germains. Et là, c'est pas juste les sœurs, c'est les frères et sœurs, les sœurs et les sœurs, ou les frères et les frères. Ils disent, mais en gros, a priori, les liens qui vont vraiment se consolider dans les années 2000, c'est ceux-là, parce qu'ils bénéficient de tous les avantages de la relation familiale, la solidité du lien, etc. Mais ils sont débarrassés de tous leurs inconvénients, à savoir la hiérarchie, ce truc très vertical, parent-enfant, où il y a une forme d'autorité naturelle entre l'un et l'autre. Et en même temps, ils bénéficient de tous les avantages de la relation amicale, puisqu'il y a au contraire une forme d'horizontalité, aucune hiérarchie, aucune obligation, mais il y a une robustesse beaucoup plus forte que dans les relations amicales. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, donc, on est au moment où ces chercheurs dans les années 60 se projettent et c'est pas du tout advenu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'ai regardé, il y a beaucoup d'études de l'INED, qui est l'Institut national de la démographie en France, mais aussi dans plein d'autres pays occidentaux, qui montrent que vraiment c'est documenté, les liens entre germains, entre frères et sœurs, entre frères, vraiment se distendent de façon considérable au moment où vous avez votre premier enfant. Vous voyez beaucoup moins vos frères et vos sœurs et c'est quelque chose de documenté, etc. Et pourtant, la fécondité a effectivement baissé. L'individualisme, alors ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Moi, je ne crois pas en la montée de l'individualisme. Je pense que là aussi, c'est un raccourci. Les gens ne sont pas beaucoup plus individualistes, mais bref. Mais il y a une forme d'individuation, en tout cas dans nos sociétés, qui progresse. Et pour autant, ce schéma-là, il n'est pas advenu. Et moi, il y a une fille qui m'a écrit quand mon livre est sorti, qui m'a dit: «Vous pouvez pas savoir comme votre livre m'a fait du bien. Moi, j'ai 30 ans. Je viens de région toulousaine, dont je suis moi-même issue et on a fait le choix avec ma sœur, on a 2 ans d'écart, d'aller vivre à la campagne toutes les 2. Et quand on a annoncé ça à nos parents et à nos amis, les gens nous ont regardés comme si, enfin, on annonçait, enfin, c'était vraiment incompréhensible, et pour alors que en réalité, pour elles et pour moi, ça leur paraissait tellement naturel. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à vivre 18 ans sans, vous entretuer et que vous vous connaissez suffisamment, que vous vous entendez bien et que en plus de ça, vous pouvez vivre dans un environnement émancipé de la tutelle parentale et que juste hem, c'est votre bonne volonté, c'est parce que vous en avez envie, et c'est pas quelque chose de contraint et de subi et malgré ça, ça a suscité un immense scepticisme dans, nos environnements, familiaux et sociaux, et votre livre est intéressant de ce point de vue-là parce qu'il ouvre la porte à ce type de configuration-là qui aujourd'hui paraissent totalement marginales et incompréhensibles pour beaucoup de gens. Et c'est vrai, alors je dis pas que je vais, vivre avec mes 2 sœurs, dans mais je dois avouer que moi, dans une de mes configurations un peu idéales et c'est presque ce qui se passe aujourd'hui parce que ma sœur habite à 2 rues de chez moi. Mon autre sœur habite très loin, mais là, elle vient de se mettre en couple avec quelqu'un qui habite vraiment à 1 rue de chez moi et je trouve ça assez génial de savoir que je les ai à portée de main et que, on a, un bar où on se retrouve, de façon très spontanée et naturelle et que en fait, on peut continuer à se voir et que c'est pas parce qu'on vieillit que nos relations doivent s'arrêter et même si on se met en couple ou qu'on construit des familles, j'espère que ça va pas interrompre cette relation-là ou l'affecter, comme ça a été le cas dans beaucoup de familles, malheureusement. Oui, il y a une petite partie, justement sur le choix de faire sœur qui, moi, m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, en tant que sœur, je l'avais jamais conscientisé, j'avais jamais mis de mots dessus sur le fait de, ben, choisir une fois qu'on est adulte de continuer à se voir, de continuer à passer du temps ensemble, peut-être de vivre dans la même ville et oui, c'est Bah, pour moi, c'était tellement valorisant pour cette relation-là. C'est-à-dire que faire ce choix et je dis pas qu'il faut le faire et moi je conçois totalement qu'il y a plein de frères et sœurs, de sœurs et de sœurs, de frères et de frères qui décident de totalement couper les ponts à un moment donné pour plein de raisons qui peuvent être totalement valables. C'est pas moi je dis pas qu'il faut faire ça. Mais je trouve que quand on le fait et qu'on l'assume, c'est tellement donner d'importance à cette relation-là, c'est parce que
C'est-à-dire que plus personne ne vous oblige à passer votre temps les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, parce que vous devez vivre dans la même chambre ou vivre dans le même appartement ou que vos parents veulent que vous passiez vos vacances ensemble. Et même moi, très honnêtement, les meilleurs moments que je passe avec mes sœurs, c'est les moments où il n'y a pas mes parents. J'adore mes parents et vraiment, je pense qu'ils nous ont très bien éduqués, et qu'ils nous ont. Mais quand on se retrouve toutes les trois avec mes parents, il y a toujours ce truc où on est ramené à une forme d'infantilisation, mais c'est pas nos parents qui nous le c'est nous. Il y a une espèce de truc, de phénomène un peu naturel où quand je nous trouve à nouveau moins intéressantes et moins sympas les unes avec les autres quand il y a nos parents. Par contre, quand on est toutes les trois et qu'on choisit de se voir, de se retrouver dans notre quartier et c'est des moments qui sont géniaux. Et je trouve que accorder de l'importance et entretenir ce lien-là, c'est vraiment la preuve que c'est un lien qui est important pour nous, parce qu'il est délesté de toute obligation familiale, mais il continue à survivre. Et le fait qu'il continue à survivre, et c'est un peu ce que j'explique aussi sur la relation aux enfants. C'est-à-dire que quand on continuer à accorder de l'importance à cet état de sœur, c'est aussi une façon de dire: «Moi, je peux être entière, je peux être épanouie dans cet état-là sans avoir nécessairement à aller chercher dans l'épanouissement maternel, l'épanouissement présumé, absolu et total». Et là encore, c'est quelque chose qui est très personnel. Je comprends parfaitement et parfois j'adorerais avoir très envie d'avoir un enfant. Je comprends parfaitement que ça puisse correspondre à plein de femmes. Mais moi, j'aime aussi me dire que c'est tellement précieux ce qu'on m'a donné et j'ai déjà tellement de chance d'avoir ça que j'ai pas nécessairement besoin d'aller construire autre chose ailleurs parce que je considère que je bénéficie déjà de quelque chose qui est extrêmement puissant et riche et donc affirmer ça, c'est aussi redonner de la valeur à ce que j'ai déjà. On n'a pas parlé de la Reine des Neiges. J'allais dire, en fait, il y a tellement d'autres choses, enfin, il y a tellement d'autres sujets, les sœurs dans l'art, les sœurs, la Reine des Neiges, effectivement, qui est quand même, bah si, on peut le mentionner, c'est un des plus gros succès, c'est le plus gros succès de Disney. En tout cas, l'année où il est sorti, le tome 1, enfin le premier volet, c'était le plus gros succès au box-office dans le monde. Et effectivement, ce que je dis dans le livre, alors pareil, je l'avais pas vu parce que j'ai pas d'enfant et pour le coup, j'étais trop vieille pour aller au cinéma voir La Reine des Neiges. Et juste, j'avais Libéré, délivré en tête et je savais que ça avait été une source que c'était une souffrance pour beaucoup de parents d'avoir dû écouter en boucle cette chanson répétitive. Et j'ai donc regardé quand même avec intérêt ce film-là. Et effectivement, c'est quand même un des tout premiers Walt Disney dont la conclusion n'est plus une belle princesse qui se fait sauver par son prince, mais une princesse qui arrive à se sauver elle-même en réalisant toute l'importance de l'amour de sa sœur. Et ça, je me disais, mais c'est quand même fabuleux pour toutes les générations de petites filles. Et moi, j'adorerais faire une étude sur parce que maintenant, elles sont grandes, les petites filles qui ont regardé La Reine des Neiges 1 en 2013 ou 2016. Je sais plus. Mais je pense que ouais, ça fait plus de 10 ans que le premier ça fait ouais, je pense que c'était 2013. Et en fait, ce que ça dit aussi je pense que vous regardez pas votre sœur de la même façon quand vous sortez de la salle de cinéma et que vous avez vu ce film-là et que pour une fois, on vous a pas dit que votre dessein ultime, et la voie du bonheur et de l'émancipation, c'était de vous marier et de trouver un beau prince charmant, mais ça pouvait aussi se trouver, très proche de vous dans votre sœur. Et encore une fois, là, c'est un peu comme dans les Kardashians. Moi, c'est bien parce que les rôles masculins, ils sont assez risibles, ils sont un peu nuls, les garçons. Dans le prince, il est nul, ils sont un peu maladroits, et j'aimais bien que alors je suis pas misandre, hein, l'idée c'est pas de voilà, l'idée c'est évidemment pas de dénoncer de façon bébête et méchante les hommes en général, loin de là. Mais je trouvais ça assez jouissif aussi dans ce dessin animé là, la dialectique qu'il y avait entre les personnages féminins et les personnages masculins. Et donc oui, alors il y a aussi plein de défauts dans La Reine des Neiges, alors encore sur la princesse blonde, nanana. Je pense que pour les petites filles, il faudrait offrir aussi d'autres modèles et d'autres représentations. Mais malgré tout, ce dénouement final, il est, je crois, extraordinairement salutaire. Et surtout que là, c'est une arme massive quand vous savez les audiences que le film a pu avoir et a encore, hein, parce que c'est ça tout le génie des œuvres de fiction. Au même titre que moi, encore enfant, on me lisait les petites filles modèles. Peut-être que dans 10-20 ans, des générations de petites filles regarderont encore La Reine des Neiges et donc auront une vision un peu différente de ce que c'est que les relations entre filles et entre sœurs. Notre dernière question qui est toujours la même, c'est quel est ton dernier coup de cœur littéraire, pardon, qui est-ce que tu nous conseillerais d'inviter ici?
J'allais te dire Chimamanda Ngozi Adichie parce que je suis en train de le lire, mais bon, elle vit aux États-Unis et c'est une star, donc ça va être compliqué. Ben non, mais on en parlait à l'instant, Marie Coq. Vraiment, je sais que tu es en train de le lire. C'est une autrice géniale que j'ai découverte quand j'écrivais mon tout premier livre sur le matin, parce qu'elle avait écrit un livre sur le yoga. Et donc, je m'en étais beaucoup inspirée parce que tout le délire autour du yoga matinal. Ensuite, elle a écrit donc ce livre, Vieille fille, dont je me suis beaucoup inspirée pour les sœurs. Et donc là, elle en a écrit un troisième qui est sorti au mois d'avril, qui s'appelle Après le virage, c'est chez moi. Et je vous en dis pas plus, mais c'est génial. Et il y a une anecdote formidable, c'est que j'ai acheté son livre le jour de sa sortie parce que j'avais 8 heures de train dans le week-end et donc j'avais besoin d'un bon livre. Et je monte dans la rame de mon train. On dit rame? Oui. Voiture. Les rames, c'est dans le métro. Je rentre dans la voiture assise de mon train et qui je vois? Le siège devant moi, Marie Coq. Et on s'était jamais rencontrés, mais on se suivait sur Instagram et on se visualisait, on savait qui on était. Et je me dis, mais Marie, c'est incroyable, je viens d'acheter ton livre et on s'était jamais vu. Hein. Je rentre dans ce train pour le lire et tu es là. Et du coup, on s'est retrouvés au wagon-bar. Elle m'a écrit une dédicace sur mon livre. Et plus incroyable encore, le matin même, elle était invitée dans la matinale de France Culture, invitée par ma propre sœur qui était programmatrice remplaçante sur France Culture ce matin-là. Et donc, elle venait de quitter ma sœur à la radio et je lui raconte ça. Elle me dit, Margot fait partie du château. Et j'ai adoré cette formule. J'ai dit, mais oui, Margot est dans le château, c'est ma sœur. Et donc voilà. Et donc, ne serait-ce que pour ça, ça a rendu la lecture du livre d'autant plus géniale. Et il faut vraiment que vous l'invitiez. C'est assez passionnant. C'est une espèce de trajectoire c'est où vraiment l'endroit qui vous appartient et ce que les endroits où vous avez vécu disent de vous. Et donc, elle raconte, elle vient de Saint-Étienne en plus, je crois. Ouais, donc elle raconte l'itinéraire Saint-Étienne, Paris, Marseille, la campagne. Et c'est très personnel. Et ça fait écho à plein de réflexions que je pense qu'on a toutes et tous. Donc vraiment, invitez-la. Vous allez adorer. On l'a reçue pour Vieille fille. Et faut la réinviter. Alors sinon, si vous l'avez jamais invitée, moi que j'adore, mais elle n'a pas sorti de livre récemment, c'est Claire Marin. Claire Marin, bien sûr, ma passion absolue. Ouais. Voilà. Moi, dans mon panthéon des autrices d'essais vivantes, il y a vraiment Claire Marin, Marie Coq, Chantal Thomas, que j'ai découvert très récemment. Plutôt ses essais. J'ai pas lu ses romans. Mona Chollet, évidemment. Je trouve qu'il y a un côté très Claire Marin dans ton écriture. Ah bah, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que j'adore ce qu'elle écrit. Et notamment Rupture, qui est un formidable... Si vous l'avez pas lu, incroyable. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Merci Blanche.